Madame, Monsieur, bonsoir. Notre invité est Grégoire Rouna, par ailleurs secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. J'allais indiquer qu'il est par ailleurs ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Excellence, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Fango. Et merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie. Alors, vous êtes aujourd'hui secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Je dois rappeler que vous avez été conseiller municipal à Douala en 1987, que vous avez été député à l'Assemblée nationale entre 1988 et 1992, avec notamment la fonction de rapporteur général de la Commission des finances, président du comité technique des rédactions de la Constitution, entre autres, et surtout vice-président du comité national des droits de l'homme et des libertés au cours des années 90. Et donc, ministre d'abord, délégué à la présence, chargé des relations avec les assemblées, et depuis quelques années donc, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Je voudrais préciser que vous êtes donc cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti qui présente le candidat présent à cette élection présidentielle du 7 octobre prochain. La première question que je voudrais poser, avant peut-être de rentrer dans la présentation des autres membres du panel, c'est où en êtes-vous, vous, au RDPC, avec la campagne électorale? Merci déjà de m'avoir invité. Et je voudrais juste corriger que je n'ai pas été au secrétariat technique de la rédaction de la Constitution. Vous avez peut-être confondu les OONA. C'était un autre OONA, un grand professeur de droit constitutionnel. Où en est-on avec la campagne électorale du RDPC? La campagne électorale du RDPC pour le candidat Paul Biya est en train de se dérouler très bien et tire à la fin comme la campagne. Vous avez vu, nous avons commencé par les meetings. Nous en avons pas fait beaucoup, mais nous en avons fait 360 le jour de la clôture dans toute l'étendue du territoire et quelques-uns à l'étranger. 360 meetings dans toutes les communes du Cameroun. Ensuite, nous avons commencé à faire du porte-à-porte pendant quelques jours et avec l'arrivée sur le terrain du candidat lui-même samedi dernier, nous avons amorcé la phase des grands meetings qui se poursuivent et je crois que nous atteignons une bonne vitesse de croisière jusqu'à demain. Alors, et le candidat, où est-il en ce moment? Le candidat, il a été à Marois, comme vous l'avez vu. Le candidat a beaucoup communiqué à travers les réseaux sociaux, comme vous avez dû aussi le constater. Le candidat présenté par le RDPC, comme vous le savez, est président de la République, chef de l'État, chef des armées jusqu'au dernier jour. Ça signifie qu'en dehors d'être candidat à la présidentielle, il a un certain nombre de responsabilités auxquelles il doit faire face. Et il est au travail, il est au palais de l'Unité à Yaoundé, où il travaille, où il continue à vaquer à ses occupations régaliennes, et vous l'avez certainement vu ces derniers temps, lors des audiences qu'il a accordées, qui sont tout aussi importantes pour le Cameroun que sa candidature, certainement. Mais enfin, quand je pose la question, c'est davantage pour savoir où se trouve le candidat. Oui, le candidat se trouve à l'intérieur de son parti politique qui est bien structuré, qui se déploie à travers le pays et à l'extérieur pour défendre le programme du candidat, pour essayer de remobiliser encore plus les électeurs. Donc le candidat est tout à fait présent. Oui, c'est une question sur laquelle nous allons revenir avec les autres confrères qui sont d'ailleurs invités sur le panel. Ce soir, Edmond Kangia, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Fangoua. Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est toujours avec plaisir que je reprends présent à ce plateau. Je salue chaleureusement les téléspectateurs fidèles de cette émission. Je salue également les copanélistes et bien sûr Monsieur le ministre Grégoire Rouna. Merci. Merci donc d'être venu. Vous êtes journaliste et vous travaillez pour le compte de la Nouvelle Expression. Tout à fait. Alors, j'ai introduit également sur le plateau à Louis Sonana. Louis, bonsoir. Bonsoir, Duval Fangoua. Merci d'être venu. C'était un plaisir. Vous êtes journaliste et vous vous intéressez beaucoup aux questions économiques. D'ailleurs, c'est sur cet aspect-là que vous allez interroger le ministre Grégoire Rouna. Je précise simplement que vous êtes journaliste et vous travaillez pour le compte de Repères, entre autres. Bien évidemment, entre autres. Alors,
Ministre Corona, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous donner 2 minutes, peut-être pour expliquer aux téléspectateurs en regardant la caméra pourquoi le 7 octobre prochain, les Camerounais devraient voter pour le candidat du RDPC. Écoutez, c'est difficile de le faire en 2 minutes, mais si vous me donnez que 2 minutes, je vais le faire en 2 minutes. Pourquoi voter pour Paul Biya? Paul Biya, d'abord, je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur lui parce que je pense que la plupart des téléspectateurs en âge de voter aujourd'hui connaissent Paul Biya. C'est celui-là même qui a libéré les énergies des Camerounais, qui a ramené aux Camerounais leur dignité d'homme en leur restituant la liberté de parole, la liberté d'entreprendre, la liberté d'aller et venir. C'est celui-là qui, ces 7 dernières années, parce qu'on se réfère d'abord aux 7 dernières années, bien que certains mettent des emphases aux 36 ans de sa magistrature suprême, mais ces dernières années, il a impulsé un certain nombre de grands projets qui véritablement posent les véritables bases d'une économie de l'avenir pour notre pays. Et c'est celui-là qui a remis l'homme dans sa dignité au centre de toutes les préoccupations de notre développement. Et l'un de ses engagements qu'il prend en sollicitant les suffrages, c'est d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Voilà un peu comment je peux résumer en 2 minutes, si ce n'est pas en moins, pourquoi il faut aller voter pour le président Biya, au-delà de toute la confiance qu'il inspire aujourd'hui à travers le monde, pas seulement à travers les Camerounais. Ministre Corona, je voudrais qu'on ouvre cet échange par la place du Cameroun dans la sous-région et dans le monde. Et la première question que je voudrais poser, est-ce que vous avez le sentiment, au moment où ce septennat s'achève, que le Cameroun aura honoré ses engagements, aura travaillé pour garder sa place de leader dans la sous-région Afrique centrale? Oui, je répondrai oui sans hésitation, parce que je voudrais m'en référer à très peu de choses. D'ailleurs, rappelez-vous, il y a 2 ans, sans avoir tous les chiffres de l'économie à vous servir tout de suite, rappelez-vous en décembre dernier, lorsque le président a invité ses pairs à Yaoundé, ses pairs de la CEMAC, justement face à une conjoncture économique qui se faisait de plus en plus difficile, et qui leur a rappelé qu'il est bon de revoir un certain nombre de choses. Cette rencontre de décembre 2016 a été d'une importance capitale et a permis vraiment de montrer que le Cameroun a le leadership et par conséquent le président Biya, au milieu de ses pairs, veut continuer de jouer ce leadership, pas seulement d'aînés, mais appelons ça puissance, mais de puissance économique au niveau de ces pays qui forment la CEMAC. Et donc je pense que non seulement nous avons tenu notre place, mais nous continuons de la tenir. Monsieur le ministre Corona, beaucoup contestent au Cameroun la capacité à influer et à décider pour être un véritable leader dans la sous-région, que ce soit au niveau de la CEMAC comme au niveau de la CEAC. Que répondez-vous à ce reproche? Mais vous savez, on peut toujours contester, on peut toujours reprocher, mais qu'est-ce qu'ils ont comme argument? Les faits sont là, on constate quand même que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les accords de partenariat économique? Mais le Cameroun y est allé, et je peux vous dire que j'ai la conviction, moi, aujourd'hui, que les autres vont suivre, parce qu'on commence à cueillir quand même les fruits des bienfaits de tout cela. Donc,
on peut toujours contester. Mais quels arguments ils ont? Mais les autres pays de la CEMAC se rendent compte que le Cameroun n'aurait jamais dû y aller en solitaire. Il aurait dû se concerter avec les autres pays membres pour qu'on ait pu, au niveau de la CEMAC, avoir un consensus pour avoir un accord préférentiel. Mais vous savez qui aurait pu bénéficier à toute la sous-région. Vous savez bien qu'il y a eu des concertations. Vous savez bien que le Cameroun a insisté. Vous savez bien que les concertations ont lieu, mais devant les hésitations, devant même ce que certains ont pris pour le refus de signer pour certains pays, devant tout cela, on ne pouvait pas accepter qu'on continue d'attendre. On a quand même attendu longtemps. Donc, vous voyez, on peut toujours contester, on peut toujours accuser, mais les faits sont là, hein, nous avançons. Mais on se rend compte qu'au niveau de la préparation, on sait, il y a eu la mise à niveau, il y a une opération de mise à niveau de certaines entreprises locales. Mais en même temps, avec le temps, on se rend compte qu'au niveau de la production locale, au niveau de l'économie locale, il n'y a pas une réponse. C'est-à-dire que l'économie locale est en train de subir, n'est-ce pas, cet accord de partenariat économique. Est-ce que vous ne pensez pas que le Cameroun aurait dû effectivement sensibiliser davantage les opérateurs économiques nationaux, notamment les groupes, les opérateurs économiques et tous les regroupements, hein, de ces entreprises, pour que, en y allant, on soit plus serein qu'actuellement où on subit de plus? Ben, écoutez, moi j'ai envie de vous dire que le Cameroun n'a pas voulu jouer seul. Le Cameroun aurait voulu qu'on aille tous ensemble, mais on ne peut pas indéfiniment continuer d'attendre. Donc le Cameroun y est allé. Nous avons engagé un certain nombre d'actions, et vous en avez cité vous-même, celle de la mise à niveau des entreprises. Vous savez vous-même que ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement qui va créer des entreprises. C'est des opérateurs économiques. Mais le gouvernement met en place les conditions qui vont permettre la création de ces entreprises. Et c'est ce que le Cameroun a fait, c'est ce que le président Biya a fait. On a eu des codes, des mesures pour soutenir un certain nombre de secteurs de l'économie, mais ce n'est pas le gouvernement qui doit investir, c'est les opérateurs économiques qui doivent investir. C'est eux qui vont créer l'emploi. Ce que le gouvernement devait faire, ce que l'État camerounais devait faire, je crois qu'il l'a fait. Maintenant, il faut que les opérateurs économiques s'engagent, il faut que les opérateurs économiques créent des entreprises au regard de ces conditions qui sont très favorables aux entreprises. Peut-être qu'avant que nous ne développions le volet économique un peu après, mais on parle encore des APE. Alors, le reproche principal, c'est que à l'extérieur, je veux dire dans d'autres pays, on sait qu'actuellement le traité transatlantique est très redouté, n'est-ce pas, par certains pays comme la France, qui a peur, n'est-ce pas, d'accepter que les États-Unis, par exemple, envoient leurs marchandises sur leur marché. Et on se dit, mais pourquoi donc ailleurs on a encore peur d'ouvrir les frontières et localement on a accepté d'ouvrir les frontières? C'est un peu ça le reproche. Est-ce que justement on n'a pas commis une erreur en ouvrant alors qu'on sait que localement on a encore des entreprises qui peinent à convaincre dans certains domaines? Vous savez, est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? Non, je ne pense pas. Parce que il n'y a pas un temps T où on va dire, bon, maintenant le temps T est arrivé, on peut créer des entreprises. Il a fallu que le gouvernement mette en place des conditions. Les conditions sont là. Est-ce qu'on a besoin de dire, bon, on va attendre que les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les opérateurs économiques soient prêts pour créer des entreprises? On ne va pas attendre cet instant non plus. Il faut que chacun, dans son rôle, fasse au mieux ce qu'il a à faire. Et c'est pour ça que je voudrais dire, de la même façon que le gouvernement a mis en place, parce que si on revient loin derrière dans l'histoire, vous verrez que
le Cameroun a toujours été assez prudent. Vous savez, la SNI qui existe aujourd'hui, l'idée de la SNI, c'était quoi? L'idée de la SNI, c'est qu'il n'y avait pas des opérateurs économiques qui avaient suffisamment de moyens pour investir dans les industries. Donc l'État s'est lancé. Mais en fait, l'État devait se retirer, ce qui n'a pas pu encore être le cas. Donc, aujourd'hui, certains opérateurs ont saisi la balle au bon, parce que vous avez dû voir, il y a pas mal d'entreprises qui ont signé avec l'agence de promotion des entreprises, qui sont en train d'investir sur la base de tous ces accords qui ont été signés. Monsieur le ministre, la diplomatie camerounaise se caractérise, en tout cas c'est son ambition, d'être une diplomatie de présence, de rayonnement et de participation. On se rend compte depuis un certain nombre d'années que ce n'est pas toujours le cas, que le Cameroun est plus ou moins absent, ne participe pas, en tout cas que son chef d'État n'est pas au premier rang, là où se prennent les grandes décisions concernant le Cameroun, l'Afrique, à travers le monde. Est-ce que vous pensez que cette façon de faire fonctionner la diplomatie ne fait pas reculer davantage l'image du Cameroun? Non, je voudrais vous dire, par exemple, ça c'est un des domaines où le Cameroun a quand même eu quelques victoires au plan international, bien que vous pensiez que l'absence du chef de l'État fasse reculer. Non, parce que le Cameroun est un pays, le Cameroun est représenté en tout premier par son chef de l'État, mais le fait qu'un chef de l'État n'aille pas à une conférence ne signifie pas que nous sommes absents de cette conférence, et tout le temps, le chef d'État s'est fait représenter lorsqu'il ne pouvait pas y être, soit par son ministre des Affaires extérieures, soit par toute autre haute personnalité. Et c'est un des domaines où nous avons connu des succès importants. Quand vous allez au sport, aujourd'hui, nous avons eu pendant très longtemps Ayatou qui a été à la CAF des années durant au plan international. Vous savez vous-même qu'on n'a pas de succès dans ces domaines si on n'a pas le soutien de son pays. Vous avez Talba Mala qui est à la fédération, je ne parle pour le moment que de sport, Talba Mala qui est à la fédération du sport pour tous. Vous avez au Parlement panafricain Nkodo Dan qui est président. Vous avez à la Banque mondiale, on a des Camerounais qui ont connu des victoires dans beaucoup d'institutions internationales. On observe que la plupart Mais des vous ne pouvez pas dire que nous sommes absents ou que nous avons échoué dans ce domaine. Parce que l'État n'accompagne pas suffisamment les Camerounais qui aspirent à des fonctions importantes sur le plan international. Tous ces Camerounais, chaque fois que les Camerounais ont eu besoin d'aspirer à ces fonctions, l'État s'est fait fort, et je peux le dire, en particulier sous le régime de M. Paul Biya, l'État s'est fait fort de les accompagner. Moi je suis vice-président du comité olympique, Kalkaba a été président du sport militaire, il était que colonel, mais il a battu un général à des élections. Il a été accompagné par la diplomatie camerounaise. Donc, je dis, il y a plein de domaines qui m'échappent, mais je vous donne quelques petits exemples. Au-delà de cet accompagnement des Camerounais qui doivent porter l'étendard du pays à l'international, il y a eu récemment une affaire concernant des dames retenues au Koweït, et on a entendu le gouvernement annoncer qu'il y aurait un certain nombre de mesures à prendre pour voir de près exactement de quoi il est question. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut être fixé? Mais il n'y a que quelques jours que cela a été dit, et le gouvernement est à l'œuvre pour voir ce que ça peut donner. Et le gouvernement a mis en place et a touché les représentations diplomatiques autour de cette affaire, a pris les mesures qui étaient les plus urgentes pour préserver les Camerounais qui étaient mis en cause. Donc, j'allais vous dire, l'affaire est très bien suivie par le gouvernement. Tout simplement. On ne peut pas juger en quelques jours
on ne peut quand même pas juger si... Mais sur la célérité, vous ne trouvez pas que... Quelques jours, mais quand même... Monsieur le ministre, le gouvernement... Monsieur Fawa, quand même, il n'y a même pas une semaine, vous commencez déjà à être très frileux, là. Le gouvernement a annoncé que d'ici le 10 octobre au plus tard, elles seront de retour au pays. Est-ce que vous confirmez? Mais si le gouvernement a annoncé, tout ministre que je suis, je ne peux que confirmer. Attendons le 10 octobre. Oui, il y a une autre question qui préoccupe la diaspora camerounaise. Le chef de l'État est allé plusieurs fois à l'étranger, a rencontré la diaspora camerounaise, notamment en Europe, et leur a fait un certain nombre de promesses, parmi lesquelles le vote des Camerounais à l'étranger. On a pu l'obtenir, le vote. Mais il y a une autre question pertinente, préoccupante, qui est la question de régler la double nationalité. Jamais le Parlement ne s'est réuni pour régler cette question. Et ça, c'était pour le septennat qui vient de s'achever. Alors, pourquoi est-ce que cette question n'a pas été réglée? D'abord, M. Kamia, je voudrais vous dire qu'il faut rectifier que le chef de l'État a fait ses promesses. Les Camerounais, c'était au pavillon Dauphine, les Camerounais ont adressé des doléances au chef de l'État. Le chef de l'État a écouté les doléances. Il est revenu. Il les a mis toutes à l'étude. Il y en a une qui a abouti, celle du vote à l'étranger. L'autre n'a pas encore abouti, je dirais pas encore abouti. Je ne veux pas dire qu'elle aboutira, mais le chef de l'État l'a prise en considération. Pourquoi ça n'aboutit pas? Je vous dis qu'elle a été mise en étude. Si je vous demandais, malheureusement, c'est pas moi qui pose les questions, si je vous demandais pourquoi l'autre a abouti, vous ne saurez pas me répondre. En tout cas, ce n'est pas des questions urgentes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la demande est là. La demande a été renouvelée par les Camerounais de la diaspora et la demande est prise en compte. Mais si ça avait été réglé, ça aurait été un excellent élément de campagne pour cette élection présidentielle, notamment auprès de cette diaspora-là, monsieur le ministre. Mais ce n'est pas les excellents éléments de campagne qui manquent. Il y en a d'autres. Il a réglé d'autres problèmes. Si on ne s'en tient qu'à ces deux choses, vous demandez deux, on vous donne une, mais vous attendez pour l'autre. Il faut attendre, il ne faut pas désespérer, surtout que c'est pas une doléance elle n'est ni urgente ni impossible à réaliser. Donc moi je ne vais pas vous faire les promesses à la place du candidat, mais le candidat, je vous dis, a bien pris en compte cette doléance. Oui, c'est ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, à quelques heures des élections. Oui. Parmi les autres doléances, j'en citerai deux autres qui font l'objet d'une vive préoccupation des Camerounais de la diaspora. Ils souhaitent être représentés là où se prennent des grandes décisions au Cameroun, c'est-à-dire au Parlement camerounais. Ils voudraient avoir parmi les députés ou les sénateurs des Camerounais qui vivent à la diaspora. Et il y a des candidats qui ont de leur donner des places, des sièges à l'Assemblée nationale. Et curieusement, on n'en parle plus. C'est tout comme la question de transformer la direction des Camerounais de l'étranger en un secrétariat d'État chargé des Camerounais de l'étranger, ou un ministère tout au plus. Ou est-ce que la question est en réflexion, ça avance, le projet? Vous savez, monsieur Kamia, moi je suis toujours surpris devant ces Camerounais qui promettent qu'ils vont réduire le nombre de ministères et qui parallèlement vous annoncent d'autres ministères qui vont créer, qui n'existent pas. Alors, je me demande, peut-on vouloir une chose et son contraire en même temps? Alors, pour le moment, il faut savoir, ce n'est pas la représentativité qui pose un problème vraiment au Camerounais. Les choses vont certainement évoluer dans l'avenir, mais j'ai envie de vous dire, les Camerounais de l'étranger, dans la plupart des pays aujourd'hui, le président a fait un redéploiement diplomatique important. Et ce redéploiement diplomatique, qui nous a d'ailleurs aidé pour beaucoup dans les succès diplomatiques que le Cameroun a eu, et coûte un prix. D'autre part,
le ministère des Relations extérieures a une direction qui se préoccupe de ces sujets-là. Vous voyez, il y a eu déjà 2 forums de la diaspora qui se sont tenus au Cameroun, qui ont été très bien managés entre le ministre du Commerce et le ministre des Relations extérieures, qui ont d'ailleurs attiré pas mal de ressortissants camerounais de la diaspora et qui ont été une occasion pour eux de réitérer leurs soucis, et en particulier celui que vous venez d'évoquer, celui de la double nationalité. Alors, je voudrais dire, monsieur le ministre, que cette diaspora qui est venue au forum de Yaoundé n'était pas suffisamment représentative de l'ensemble des Camerounais de la diaspora. Elle n'était pas inclusive. D'ailleurs, il y a eu notre groupe de Camerounais de la diaspora qui estimait que... Vous savez comment les Camerounais sont divisés quand ils trouvent un sujet de polémique, hein. Alors, monsieur le ministre, sur la question, sur cette question, la diplomatie est un domaine réservé, un domaine de sécurité réservé exclusivement au chef d'État. Il y a un autre secteur tout aussi névralgique, intéressant ou important, qui est la question de la défense. Et à ce sujet, vous serez interrogé par Rudy Tchokodieu, qui nous a rejoint sur ce plateau. Rudy, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à notre invité, monsieur le ministre, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors donc, vous allez voir avec le ministre sur les questions de défense. On parlait de diplomatie tout à l'heure, et on a bien vu que justement à ce niveau-là, il y a eu, je crois, un certain nombre d'accords, si on peut le dire, qui ont été passés avec des pays voisins pour faire face à des questions de sécurité, notamment dans la lutte contre Boko Haram. Tout à fait, qu'il s'agisse de la lutte contre Boko Haram, de la préservation de la sécurité dans le golfe de Guinée, avec un certain nombre de pays, on remarque effectivement que le Cameroun est passé à l'offensive. Ce qui me permet de vous poser la question, monsieur le ministre, concernant précisément cette lutte contre Boko Haram, qui a donné naissance à la création de la 4e région militaire. Et la lutte contre les sécessionnistes qui a donné naissance à la création de la 5e région militaire. C'est-à-dire que c'est après chaque lutte, ou après chaque difficulté, que nous nous rendons compte qu'il y a une inadéquation entre la coordination des troupes sur le terrain et les centres de commandement, qui sont pour la plupart du temps assez loin. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas plus simple pour l'armée camerounaise d'avoir 10 régions militaires qui correspondent aux 10 régions du pays? Ben, ça, c'est votre lecture de la situation. Vous estimez qu'on a réagi parce qu'on pensait que c'est votre lecture, je la respecte, je vous l'accorde, mais je ne suis pas sûr que ce serait peut-être plus simple d'avoir 10 régions militaires. Je ne sais pas combien ça va coûter, je ne sais pas ce que ça implique en termes de techniciens militaires dont il faudra disposer. Est-ce qu'on dispose de tout ça? J'imagine que vous et moi, nous ne sommes pas très compétents pour apprécier ça sur ce plateau de télévision, mais c'est une lecture que vous avez. Mais je pense que les spécialistes qui sont là, y compris le chef des armées lui-même, ont pu apprécier à un moment donné qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir une meilleure riposte. Je peux tout simplement, à mon avis, constater que suivant les réajustements qu'ils ont faits, suivant les stratégies qu'ils ont mis en place, ils sont arrivés à des résultats positifs. Justement. Et les résultats sont là. Je crois que vous n'allez pas contester les résultats face à Boko Haram. Je crois que vous n'allez pas contester les résultats face à tous les autres conflits qu'on a eus. Justement, c'est vraiment précisément ces résultats-là. La 4e région militaire qui regroupe l'extrême nord, c'est-à-dire que ce n'a qu'une seule région, avec un département dans la région du nord. Donc c'est en regardant cela qu'on se dit, est-ce qu'il est possible de lutter contre la rébellion de la Séléka et autres depuis Yaoundé? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire de Bertoua la capitale de la 6e région militaire, par exemple? Ben, écoutez, moi je vous dis que je n'ai pas les compétences nécessaires, j'avoue mon incompétence à ce niveau, mais je constate que ce que le chef de l'État a fait a permis d'avoir de bons résultats. Donc j'ai tendance à vouloir vous répondre que c'est lui qui a bien agi. Alors, monsieur le ministre, on va prendre un domaine, certainement là vous aurez la compétence, toujours dans les armées, et concernant aussi la sécurité, c'est le nombre de bavures qui sont en nette augmentation dans nos forces de défense et de sécurité. Mais elles sont
En augmentation par rapport à quoi? Quelle est l'unité de C'est-à-dire mesure que- et la progression pour dire que... C'est-à-dire que c'est pas tous les jours quand même, c'était pas chaque année, Bah, il n'était pas heureusement. récurrent Heureusement. qu'on apprenne qu'un officier subalterne a utilisé, a retourné son arme contre ses frères d'armes ou contre sa petite amie dans la police, dans la gendarmerie et même parfois au sein des forces de l'ordre. On commence un peu à sentir cela. Non, il y a eu des bavures, ça on ne peut pas les nier, puisque l'armée en parle, la presse en parle, parfois avec beaucoup d'exagération, mais je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu, on ne peut pas dire qu'il y a eu une augmentation plus grande ou moins grande. Il y a eu des bavures, c'est vrai. Mais ce qui est important, à mon humble avis, qu'est-ce qu'on a fait de ceux qui ont fait des bavures? Je crois qu'on a sévi et je crois qu'une réflexion a été menée même au sein de l'armée pour revoir certaines procédures. C'est ça qui est important, notamment en matière de formation, notamment en matière de recrutement. C'est ça qui me semble important. Et c'est tout à l'honneur du régime de n'avoir pas caché ces choses-là. Parce qu'on aurait pu aussi ne rien en savoir. Donc je crois que les choses sont vraiment en train d'évoluer vers plus de liberté, vers plus de transparence, y compris dans l'armée. Nous avons depuis quelques années une armée qui ne peut plus se qualifier d'être la grande muette, puisqu'elle nous communique des informations, puisqu'elle fait des conférences de presse, puisqu'on sait ce qui se passe. Je crois que c'est tout à l'honneur du candidat dont on parle aujourd'hui. Alors, une autre question qui taraude les esprits, c'est au niveau de l'efficacité, c'est défense et sécurité des forces de police. Dans la capitale Yaoundé, il y a eu énormément de crimes, qualifiés de crimes rituels, mais il ne me semble pas que non seulement ces crimes aient cessé, mais qu'on a arrêté des auteurs. Est-ce que là, ça ne pose pas aussi à un moment donné la question de la technicité de nos forces de police pour mener à bien, jusqu'à leur terme, un certain nombre d'enquêtes? Non, monsieur Chokodieu, je crois qu'il faut faire très attention parce que il y a quand même une certaine unanimité, et je pèse mes mots quand je dis ça, il y a une certaine unanimité qui reconnaît aujourd'hui que notre police, ces 5-7 dernières années, a connu une très bonne évolution dans son travail. Alors, qui est des bavures, je crois aussi qu'il faudra être tolérant. Et lorsqu'il y a eu des bavures, il y a eu répression. Je crois que le DGSN, il a eu à le dire. On ne le dit pas toujours peut-être, mais en tant que journaliste, si vous faites vos investigations, vous verrez que les sanctions tombent de plus en plus au sein des forces de l'ordre, au sein des forces de la police, et que lorsqu'il y a aussi des gens qui font des actions positives ou des actions d'éclat, ils sont récompensés. Aujourd'hui, et heureusement, on assiste de plus en plus au règne de la méritocratie, et c'est ce que nous voulons tous. Oui, Alors, je propose... Oui, peut-être avant de... Oui, il parlait de méritocratie, mais sauf que lorsqu'on côtoie certains éléments, ils se plaignent du manque de conformité ou alors du traitement qui n'est pas le même selon les corps. Vous avez ceux qui sont au front, il y en a qui ont des genouillers, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ont des langues de chat, c'est-à-dire leur matelas, il y en a qui n'en ont pas du tout et se plaignent très, très souvent. Est-ce que de cette année à venir, on peut penser à un changement réel de ce type de traitement? D'abord, on ne pensera pas à un changement parce qu'aujourd'hui, les gens ont leur matériel. Donc, ça va se poursuivre. C'est-à-dire que l'armée est bien équipée, la police a des bons équipements. Toutes les armées. Plus en plus. Oui, je dis bien toutes les armées, mais toutes n'ont pas le même objectif. Donc, suivant les objectifs, le président Biya donne des instructions pour que toutes les armées soient équipées
chacune suivant ses objectifs. Alors, je voudrais qu'on rentre... Sur ce plan, vraiment, je voudrais vous dire que de ce que je sais, les choses se sont normalisées et elles vont continuer à rester dans les normes. Alors, je voudrais qu'on reste avec Aloïs sur les questions économiques. On a évoqué un aspect tout à l'heure avec notamment les accords de partenariat. Peut-être revenir maintenant sur la question de la croissance économique avec notamment le fameux DSCE. Avant même le fameux DSCE, je voudrais qu'on revienne un peu sur la profession de foi du président candidat. Quelque part, il dit, je m'engage à relever le pouvoir d'achat. Monsieur le ministre, c'est une question qui touche sur plusieurs éléments de l'économie. Quand on parle de relever le pouvoir d'achat, ça veut dire qu'on peut soit revoir le SMIC, qui est très décrié aujourd'hui. On peut par exemple aussi revoir les impôts, les taxes. On peut aussi revoir les salaires. Et surtout également, ça demande qu'on revoie l'industrie locale pour que l'argent qui sera entre les mains des citoyens ne se retrouve pas en train d'aller à l'extérieur. Lorsque le candidat Paul Biya dit qu'il s'engage à relever le pouvoir d'achat, concrètement, qu'est-ce qui est dans le pipe? Alors, concrètement, c'est très important parce que ça fait partie des priorités, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie de chacun d'entre nous. Ça veut dire que, premièrement, il crée les conditions d'une économie libérale et communautaire, de telle sorte que chacun puisse véritablement se mouvoir. En ce qui concerne, par exemple, les jeunes entrepreneurs, il y a un certain nombre de projets, de financement. Vous savez que le financement a été pendant très longtemps une des grosses faiblesses. Il y a des conditions de financement qui sont créées, des conditions de projets qui sont créés par plusieurs ministères qui peuvent donc aider les jeunes à entrer dans la vie active. Ensuite, les milieux financiers sont même interpellés pour alléger les procédures, alléger les conditions de prêt, ce qui fait que le problème de financement qui est important doit être réglé. Une des conditions du développement de l'industrialisation, c'est bien l'énergie. Oui, et ça c'est également bien l'un l'énergie. des éléments sur lesquels... Vous voyez que tous les grands barrages sont en train de se terminer. Certains sont terminés, d'autres vont être terminés dans quelques semaines ou quelques mois. Et d'autres sont en projet. Je pense à Nachtigal qui est en train de vouloir démarrer. Donc, le problème de l'énergie étant réglé, ça permet d'avoir une énergie abondante, à un moindre coût, dont on peut entrer dans l'industrialisation, qui est un des gros freins au pouvoir d'achat. Monsieur le ministre, est-ce que le pouvoir d'achat dont il est question ici ne va pas favoriser... Il ne va pas augmenter du jour au lendemain. Ah d'accord. On va pas dormir ce soir en ayant 100 francs dans sa poche pour se lever le lendemain matin en ayant 150 francs. Parce que justement... en dormant. Il vous souvient qu'en mai dernier, la Banque mondiale a fait un rapport dans lequel il fustige un peu le train de vie de l'État. Il parle par exemple des conseils d'administration où des gens, c'est un cadre, gagne pratiquement 600 000 par jour. Est-ce que lorsque le candidat président Paul Biya parle de revoir le pouvoir d'achat, ça veut dire que même les gagnants petits seront en mesure, même d'ici 2022, d'avoir un peu plus d'argent? Bon, d'abord, je vous accorde tout ce que vous dites sur le rapport de la Banque mondiale. Je ne voudrais pas engager une polémique là-dessus. Mais je voudrais que vous sachiez qu'il a commencé à remettre en cause tous ces perdièmes de 600 000 qu'on a vus à un moment donné. Aujourd'hui, la réglementation a déjà changé. Les conseils d'administration sont plus responsabilisés. Les lois qui ont été votées depuis 1 an, 2 ans, les conseils d'administration sont
plus responsabilisés. Les directeurs généraux ne fixent plus les émoluments n'importe comment. Le Premier ministre a fixé les perdièmes à un niveau plus raisonnable. On ne doit plus venir trouver ce que vous dites là. C'est déjà en cours. C'est déjà en train d'être fait. Alors, il y a un aspect que vous avez évoqué qui m'a paru très important, c'est l'énergie. Pratiquement, pour nous qui sommes à Douala, nous savons que dans chaque entreprise aujourd'hui, le patron prévoit, ou du moins achète un groupe électrogène, parce que le courant peut à tout moment s'arrêter. Et cela a une conséquence non négligeable sur les charges de l'entreprise. Évidemment, vous avez dit qu'il y a des barrages. Est-ce que d'ici 2019, par exemple, vous pouvez rassurer aux patrons d'entreprise qu'ils auront des charges en moins relatives à Mais la charge ce n'est pas d'ici 2019. Vous savez, l'Ompangar a déjà été mis en service. Ce qui fait que la régulation de la Sanaga a fait diminuer les délestages. Alors, l'usine de pied de l'Ompangar est en construction. Elle sera terminée l'année prochaine. On est en train de construire la ligne Mekin est terminée, le barrage est terminé, la ligne est en cours de construction. Donc, la ligne de transport d'énergie. La ligne de transport d'énergie est en cours de construction. Moi, je sors il y a 4-5 jours d'une grève de gens qui avaient arrêté les transports de construction de la ligne parce qu'ils n'avaient pas encore été dédommagés. Ça s'est arrangé, ils vont être dédommagés. Les travaux se poursuivent. Donc, c'est des problèmes dont le règlement est pratiquement assumé. Parce que l'énergie, c'est la base. C'est une nécessité. Monsieur le ministre, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question sur le SMIC, qui est à un taux très bas aujourd'hui, qui est l'un des plus bas dans l'Afrique centrale. Oui. Plusieurs candidats d'opposition, notamment le candidat du SDF, propose qu'on peut l'augmenter à 160 000. Celui du MRC pense qu'on peut l'augmenter à 55 000 et le faire avancer progressivement. Mais pourquoi le gouvernement garde le taux actuel? Est-ce une façon de laisser les Camerounais dans la pauvreté, alors qu'il est possible de l'augmenter? Non, je vais vous expliquer. Vraiment, il faut que je vous explique, il faut que les Camerounais sachent. Vous voyez déjà l'écart. Voilà deux candidats qui, paraît-il, veulent d'ailleurs se mettre d'accord pour être dans le même gouvernement. L'un propose 55 000, l'autre propose 160 000. Sur 5 ans quand même. Mais ça doit déjà vous dire qu'il y a un problème. Alors, comment on fixe le SMIC? D'abord, ce n'est pas le gouvernement qui fixe le SMIC. Le SMIC, c'est le salaire minimum que le marché du travail veut garantir à un travailleur. Donc, les travailleurs s'assoient, les employeurs s'assoient, le gouvernement joue les arbitres. Les travailleurs, les employeurs montrent qu'est-ce qu'ils peuvent payer et à travers la transparence des bilans et des résultats qu'ils ont eus, on va voir si c'est vrai ou si c'est faux. Et on s'entend et le gouvernement ne fait que rendre public le résultat de cette négociation. Voilà comment ça marche. Le gouvernement n'a aucune marge de manœuvre. Le gouvernement n'a aucune marge de manœuvre. Si une entreprise dit, en fait, là, c'est un groupe d'entreprises, ne peut payer que 10 francs, comment vous faites? Ce n'est pas qu'elle veut payer 10 francs, c'est elle peut payer. Parce que pourquoi les bilans doivent être publiés? Pourquoi les entreprises doivent aujourd'hui marcher dans la transparence? Pourquoi aujourd'hui, dans toutes les sociétés sérieuses, les employés doivent être représentés dans les conseils d'administration? Vous ne vous posez pas la question. C'est parce qu'un investisseur vient investir premièrement pour gagner de l'argent. Deuxièmement, s'il gagne de l'argent, il faut que ceux qui lui permettent de gagner cet argent en profitent aussi, c'est-à-dire les travailleurs. Donc pour que cette équation soit possible, il faut que tous se mettent ensemble. Donc tous doivent se retrouver dans les conseils d'administration. Et là, on voit la politique, on voit les chiffres. Nous sommes assis pour ce SMIC, qui était à 28 000, je vous signale. Nous sommes assis.
Les entreprises du secteur tertiaire, du secteur secondaire étaient disposées à payer un SMIC de 62 000 francs. Malheureusement, celles du secteur primaire, dans l'agriculture, avaient du mal à dépasser les 37 000. Mais comme il faut un SMIC dans le pays, on a donc fixé le SMIC, ils se sont entendus, pour que le SMIC soit fixé à 37 000. Mais moi, je peux vous garantir que vous aurez du mal à trouver une seule entreprise qui paye le SMIC à ses employés. Est-ce que ce SMIC-là n'est pas bas de votre point de vue? Attendez. Monsieur le ministre, est-ce que cela correspond à ce qu'on appelle salaire décent? Est-ce qu'il est décent de payer moins de 37 000 francs à un camion? Comment Je suis en train de vous expliquer ce que c'est que le SMIC. Il ne s'agit pas de savoir si c'est décent, si c'est pas décent. Mais le sentiment qu'on a, si c'est que vous suffisant. évacuez la dimension politique de ces négociations. Si. Non. Parce que vous semblez Non. indiquer que le gouvernement n'a pas une main mise, il ne peut pas. Mais bien sûr, le gouvernement n'a pas un moyen d'imposer un SMIC, non. Je vous dis, c'est ça. Et, monsieur le ministre... Mais c'est le salaire qu'on paye qui est le produit d'un travail. Une entreprise produit du travail et gagne de l'argent. Si vous lui dites de payer 50 000 et qu'elle ne peut pas payer, vous faites quoi? Dans le cas d'espèce, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que ces entreprises ne sont pas en mesure de payer plus que... On peut réduire peut-être les impôts sur les entreprises, monsieur le ministre, les taxes sur les sociétés. Mais c'est très facile de dire qu'on réduit les impôts. C'est très facile qu'on réduit les impôts, mais on paye les agents de l'État avec quoi après? Monsieur le ministre, justement, je voudrais revenir justement sur votre engagement, du moins l'engagement de votre candidat donc, à avoir le pouvoir d'achat. Est-ce que vous pouvez dire-nous exactement ce qui sera fait pour que ce pouvoir d'achat-là soit réel? Mais pour que ce pouvoir d'achat soit réel, il va se voir à travers l'économie qui va être plus florissante. C'est de ça qu'il s'agit. Si les entreprises sont prospères, elles créent plus d'emplois, elles gagnent plus d'argent, elles augmentent les salaires. Et nous avons commencé à faire ce travail depuis, nous avons négocié en moins de 5 ans une quarantaine de conventions collectives. Et dans ces négociations de conventions collectives, vous avez des augmentations de salaires qui ont varié de 3 à 15%. Donc, les conventions collectives aujourd'hui ont permis d'accroître le pouvoir d'achat et il y en a d'autres qui sont en cours de négociation. Elles vont continuer à permettre ce pouvoir d'achat de croître parce que on met les entreprises dos au mur pour qu'elles ne continuent pas seulement de gagner de l'argent pour elles, mais qu'elles négocient avec les travailleurs pour qu'il y ait des augmentations de salaire. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous propose, messieurs, de marquer une pause de quelques secondes et puis juste derrière, nous allons rentrer dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons évoquer entre autres la question de l'emploi, du travail. Notre invité, bien évidemment, est secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, mais davantage ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Et nous allons évoquer avec lui les questions de travail, d'emploi et en tout cas tout ce qui touche au social. C'est juste derrière cette transition. Alors, retour donc sur le plateau d'études 2018 avec notre invité Grégoire Orona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. C'est donc notre invité dans le cadre de cette émission pour évoquer avec les invités, avec les intervieweurs, donc la politique du président candidat. Peut-être une esquisse de bilan pour le septennat qui s'achève et peut-être jeter les bases
base pour le prochain mandat, au cas où le président Biya est donc reconduit à la magistrature suprême au terme de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Ministre Gregor, nous allons poursuivre sur la même lancée, peut-être avec Aloïs, une question peut-être sur l'agriculture, peut-être l'aspect économie, et puis on continue sur les questions de société. Oui, justement, parce que dans la profession de foi, je pense qu'on peut lire, je m'engage à accélérer l'avènement de l'agriculture de seconde génération par la facilitation de l'accès au crédit et le développement des chaînes de valeur. Monsieur le ministre, c'est une question très importante parce que on a pratiquement en moyenne 17 millions de terres arables, mais le Cameroun importe en moyenne 300 000 tonnes de maïs chaque année. Nous importons en moyenne également, nous dépensons en moyenne 500 milliards uniquement pour acheter du riz et parfois aussi du poisson. C'est pratiquement du soja, c'est 10 milliards chaque année qui est dépensé pour l'achat du soja. On est présenté comme le champion de l'économie dans la sous-région, mais on dépend du Gabon pour consommer de l'huile de palme, concrètement. Oh, disons que je ne voudrais pas être que vous soyez aussi sévère en disant qu'on dépend du Gabon, parce que il y a quelques mois seulement qu'on importe quelques bouteilles d'huile de palme du Gabon. Mais je voudrais dire que pour le président de la République, pour le candidat Paul Biya, l'agriculture est un levier très important que nous devons développer. Mais rappelez-vous, le gouvernement met en place des politiques. Il faut absolument que les Camerounais adhèrent et suivent ces politiques si on veut que les choses deviennent réalité. Ce n'est pas le président qui définit la politique, qui la met nécessairement en œuvre. Rappelez-vous au début, lorsque la décision de faire du travail de bureau à mi-temps avait été prise. Une des raisons qui soutenait cette décision, c'était qu'on voulait donner à chacun, y compris les habitants des villes, de la possibilité de disposer de 1, 2, 3 heures de leur après-midi pour faire au moins du jardinage, pour faire leur auto-alimentation autour de leur maison. Est-ce que les Camerounais sont vraiment des agriculteurs, bien qu'ils soient tous fils d'agriculteurs? Ont-ils vraiment le cœur à faire l'agriculture? Mais c'est une source énorme de revenus. Vous avez évoqué des chiffres énormes. Mais le président, avant même d'en faire une priorité, il fait de l'innovation une grande priorité. L'innovation dans l'agriculture. Allez voir ce que l'IRAD fait comme recherche. Allez voir ce que l'IRAD fait. Et le président s'engage à donner encore davantage de moyens à l'IRAD pour que les Camerounais puissent bénéficier encore plus de bonnes semences, donc pour accroître la productivité, pour accroître leurs revenus. Alors, si il finit de parler et nous ne faisons pas ce que nous devons faire, comment expliquez-vous? Je vais prendre un exemple. Vous me direz peut-être que ce n'est pas le bon exemple, mais c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut. À un moment donné, la production du cacao du Cameroun était la même que la production du cacao de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit plus de 2 millions de tonnes et nous avons du mal à atteindre ou à dépasser les 300 000 tonnes. Ce n'est pas M. Houphouët-Boigny qui leur avait dit « Faites du cacao la culture de tout le monde ». Ce n'est pas lui qui allait faire les plantations qui produisent 2 millions de tonnes aujourd'hui. C'est les Ivoiriens. Alors, on sait tous que nous importons le riz. On sait tous que en faisant du riz chez nous, nous allons faire des économies. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on fasse Monsieur, c'est un problème. Donc, ce n'est pas une question. Le président a montré le chemin. Alors, monsieur le ministre, Le président a montré le chemin et je me réjouis de constater que
vous êtes en train de me dire que le président Biya a montré le bon chemin. Et personne n'a suivi. Alors, je ne dis pas personne. Monsieur le ministre, Monsieur le sauf ministre, que- oui, d'abord. Il faut qu'on suive le Je vous chemin. en prie, monsieur le ministre. Le président la plus envisage une agriculture de seconde génération, mais en même temps, on abandonne les tracteurs dans les buissons. et On le- n'a pas abandonné. Mais de quoi Plus de s'agit-il, monsieur le ministre 90% de ces tracteurs ont déjà été... 800 ont été distribués. 800 sur combien? Euh, Il est bon que nous, les Camerounais, il faut qu'on accepte et qu'on apprenne à travailler ensemble. On se met ensemble et on achète un tracteur et on organise des coopératives, des GIC et on achète un tracteur. Bien, écoute. C'est de ça qu'il s'agit. euh, L'organisation, le Cameroun de Paul Biya a mis en place des mécanismes. Appliquons ces mécanismes, tout simplement. Vous croyez que ceux qui vous font des promesses fallacieuses, là, ils vont venir faire quoi? Et justement, En fait, ils disent hein? que puisque personne n'a suivi, il faut peut-être changer de paradigme, c'est ce qu'ils disent. Mais Alors, alors, le changement de paradigme, en quoi consiste-t-il? Je ne vous demande pas, c'est à eux qu'on posera cette question. Alors, je prie. Ils n'ont rien à changer. Alors, je parlais Parce qu'ils encore- sont allés piquer quelque part dans les politiques du DSCE que vous avez vous-même évoqué. C'est là-dedans qu'ils ont piqué. C'est dans le libéralisme communautaire qu'ils ont été piqués des trucs et ils proposent ça. Mais ils ont la volonté de l'appliquer, monsieur le ministre. Vous ne l'appliquez pas. Nous l'appliquons. Vous le proposez, mais vous ne l'appliquez pas. Nous Monsieur le ministre, l'appliquons. alors, je parlais des champs qui ne se font pas, des grands champs industriels. C'est pas à Bonanjo ou bien au centre, au cœur de Yaoundé, par exemple. Il faut aller dans l'arrière-pays. Absolument. Mais sauf que les routes, il n'y en a pas, par exemple. Ça, vous le savez, j'imagine. Il manque de routes. Et puis, la réforme agraire. Quelle est votre stratégie cette année à venir pour que la terre soit accessible et que les routes soient, on passe de 6770 actuellement à un peu plus pour que tout le monde puisse faire un champ. La à l'arrière-pays. terre est accessible, mais vous êtes resté dans les schémas d'autrefois. Je regrette de vous dire ça aussi brutalement. Vous êtes resté dans les schémas d'autrefois. La terre est accessible. Mais Bon, il n'y a ça pas prend de tout le route. temps. Je vous l'accorde. On a besoin de route. Et on a commencé un programme de route quand même. Quand même. Il faut voir. On ne fait pas une économie parce que c'est pas le verbe. C'est du concret là. Pour faire une route, il faut payer de la pierre. Il faut creuser de la terre. Il faut des engins. Ce n'est pas du verbe, tout simplement. Donc, il y a un programme de route, les routes sont en train de se faire. Ce n'est pas ce qu'il y avait il y a 20 ans qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il y avait il y a 7 ans qu'il y a aujourd'hui. Les statistiques montrent qu'on est en train de monter en puissance et on a amélioré les conditions d'entretien en faisant des contrats plus réguliers et un entretien plus régulier des routes. Donc les choses ne vont que s'améliorer. Alors, monsieur le ministre Roland, je vous prie de recevoir, d'accueillir sur le plateau Thierry Gnompin. Thierry, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir également au ministre, que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. Alors, avec le ministre, donc, vous allez évoquer les questions d'emploi, d'abord, et peut-être par la suite d'autres questions en rapport avec l'éducation et la santé. C'est comme moi que je ne reviendrai pas sur la situation des filles au Koweït, mais je me permettrai quand même de poser une question, c'est de savoir au ministre, monsieur le ministre, est-ce qu'il vous arrive de trouver du sommeil quand vous voyez au quotidien des milliers d'Africains, notamment de Camerounais, mourir dans la Méditerranée à la recherche des conditions favorables de survie? Non, moi je vais vous dire que c'est des actes très regrettables, mais si vous voulez que je réponde directement à votre question, il faut quand même que je retrouve mon sommeil pour que le lendemain, j'ai le temps, j'ai la force de continuer à réfléchir pour que cela n'arrive plus. Oui, mais cela démontre quand même que le gouvernement de la République que vous servez depuis plusieurs années maintenant a quelque peu échoué au niveau de la mise en place des politiques cohérentes en vue de garantir à la jeunesse. Parce que, mais selon écoutez, les statistiques, monsieur le ministre, si c'est pour clamer notre échec que vous m'avez invité, c'est très bien,
Vous l'avez Ce n'est pas clamé. l'objectif de Maintenant monsieur que vous avez fini de clamer notre échec, on peut parler d'autre chose. Monsieur le ministre, selon les informations que nous Parce avons que données au niveau le jeune de homme qui l'Institut, quitte New Bell ici, ou qui quitte Japoma, il décide d'aller en Europe se noyer. c'est parce qu'il il cherche n'a des pas- conditions Il n'a pas favorables demandé au gouvernement de d'y survie, aller. monsieur hein. le ministre. Il cherche des conditions de survie. Bien sûr, monsieur le ministre. Ben écoutez, moi j'aurais aimé que vous fassiez vraiment de bonnes et des vraies enquêtes sur ces immigrés. Parce que vous n'imaginez pas l'argent que ces gens mettent pour immigrer. Et moi je condamne les parents qui donnent cet argent. Je condamne ces jeunes parce qu'avec cet argent, ils peuvent créer des entreprises. l'emploi. Et ils peuvent créer de l'emploi. Voilà, quand on regarde justement les informations glanées au niveau de l'Institut national de la statistique, on se rend compte que 27,1% environ de jeunes diplômés ou des diplômés de l'enseignement supérieur sont dans le chômage. Ce ne sont pas quand même des informations de nature à créer la sérénité au niveau de cette couche assez sensible et vulnérable de la population camerounaise. 27%, c'est beaucoup, monsieur le ministre. Oui, c'est beaucoup, mais encore, c'est le gouvernement qui crée les emplois. Le gouvernement participe justement à la Alors création moi, de je cet vous ai emploi dit, en- bon, vous n'étiez pas là, je vous ai dit comment le gouvernement a mis en place des politiques pour faciliter la création d'emplois aux jeunes. Mais est-ce que Je justement, il vous ne ai revient dit pas comment le gouvernement a mis en place des politiques pour même faciliter le financement de projets aux jeunes. Alors, si ces jeunes préfèrent la facilité, je dis, il y a problème. Mais monsieur le ministre, est-ce qu'il ne revient pas justement à ce gouvernement, après avoir mis en place ces politiques-là, de faire des évaluations qui permettent peut-être de réajuster les tirs? Non, les évaluations sont faites. Le gouvernement est obligé de faire des évaluations sur les politiques qu'il met en place. Ces évaluations devraient permettre de faire une réorientation, par exemple, Pourquoi? puisque ça ne marche pas. Non, qu'est-ce qui vous dit que ça ne marche pas? Mais puisque nous Vous- sommes, monsieur le mais ministre, vous avez plein de jeunes aujourd'hui qui ont créé des entreprises qui marchent puisque nous très sommes, monsieur bien. le ministre, vu que nous sommes à l'heure du bilan, quel est le bilan que vous pouvez faire de votre ou de ce septennat ou le septennat des grandes réalisations tout au long de ce plateau? On n'a pas suffisamment entendu, on ne nous a pas suffisamment entendu sur ce terrain-là. Quel est le bilan que vous pouvez dresser de ce septennat en termes d'emploi, en termes de recherche des perspectives nouvelles pour permettre justement aux jeunes de continuer à créer? Vous avez dit tout à l'heure que des conditions sont mises en place pour permettre justement aux jeunes de Alors, créer des emplois. vous êtes seulement allé voir qu'il y a 27% de chômeurs dans vos statistiques. Vous n'avez pas lu dans ces mêmes statistiques qu'en 6 ans, il y a eu 2 300 000 emplois qui ont été créés. Monsieur le Vous ministre, n'avez pas lu ce chiffre-là aussi? il y a d'autres justement qui ambitionnent créer Alors en moins de 5 ans. vous êtes sélectif dans vos chiffres, vous prenez ceux qui vous arrangent et vous laissez les autres. Il y a eu 2 300 000 emplois qui ont été créés. Qui se retrouvent où? Et alors, si vous voulez parler seulement des emplois, mais il y a eu aussi toutes les infrastructures qui ont été créées, qui sont en place. Monsieur le ministre, on retrouve ces emplois dans quel secteur exactement? Tous les secteurs confondus, c'est dans l'agriculture, c'est dans les bureaux, c'est dans l'administration, c'est même des auto-emplois. Vous avez des jeunes chefs d'entreprise qui ont créé 1, 2, 3 emplois dans des PME. Pour arriver Il y a à Equinox, vous avez certainement fait le tour de la ville de Douala et vous avez vu le paysage assez laid de la ville de Douala, un paysage orné de plus en plus par les conducteurs de moto-taxi. Est-ce qu'on peut appeler cela emploi, monsieur le ministre? Mais je suis très surpris. Vous me parlez d'Equinox. Vous me parlez d'Equinox. Pour rester dans le secteur qui est le vôtre, regardez toutes ces entreprises de presse qui se sont créées. Elles ne sont pas viables, monsieur le ministre. Elles ne sont pas viables. Nous savons. Ah, de quoi là nous où vous êtes là, vous êtes dans une entreprise qui n'est pas viable alors. parlons. Ce n'est qu'une entreprise parmi tant d'autres, monsieur le ministre. N'est-ce pas? Vous tous qui êtes ici, vous êtes dans des entreprises Alors, sur qui ne sont pas sur cette viables. question de la politique, la N'est-ce mettre de pas? façon globale, monsieur le Alors ministre. qu'on vous voit tous les jours Sur cette depuis des question- années, sur cette question. depuis que le président Paul Biya a redéployé les énergies, on a vu des entreprises de presse, des radios qui se créent, on a vu des télévisions qui se montent, on a vu des journaux qui se montent, qui fonctionnent tous les jours, qui apparaissent, et vous dites,
elles ne sont pas fiables. En même temps, monsieur le ministre, vous êtes N'est-ce certainement pas? au courant qu'il y a certains journaux qui avaient pignon sur eux, qui ont mis la clé sur l'opération à cause justement de ces conditions. Il y en a de combien travail. qui ont mis pignon sur rue? Elles sont Il y en a combien? Elles sont très Non, peu. moi je sont lis très la peu presse, je vis la presse camerounaise. Vous pouvez pas m'en citer 5 qui ont mis pignon sur rue, mais ça en est créé des centaines. Alors, au-delà de la question de l'emploi, je vais Hein? monsieur Leblanc. Monsieur Oui le ou ministre, non? au-delà de Bon, l'aspect. c'est pas moi qui pose Non, la non, question. au-delà de l'aspect quantitatif, il y a peut-être l'aspect qualitatif. Oui. Vous êtes l'un des promoteurs, sinon peut-être le désignateur du travail décent. Descend. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que les Camerounais travaillent de façon décente? Alors, je vais vous dire, moi, j'ai visité ce matin, ici même à Douala, 2 entreprises qui font du travail décent, leur cheval de bataille, et le travail est décent. On ne peut pas dire que dans les milliers d'entreprises que compte le Cameroun, le travail est décent, mais la plupart des entreprises aujourd'hui, et c'est ça aussi notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils avancent vers le travail décent. C'est quoi le travail décent? Il y a une définition, parce que j'ai peur qu'elle ne soit dans votre tête, mais qu'elle ne soit pas la définition que nous connaissons tous. Un travail décent, c'est quoi? C'est d'abord avoir un emploi, c'est d'avoir la possibilité de défendre ses droits, donc vous pouvez entrer dans un syndicat, vous pouvez vous organiser, c'est d'avoir un salaire, c'est d'avoir une protection sociale. Voilà. C'est la définition de l'Organisation internationale du travail. Ce n'est pas d'avoir un gros salaire, parce que c'est à ça qu'on pense tous quand on parle du travail décent, mais c'est ces choses-là qui doivent être réunies et qui garantissent la dignité humaine de chacun d'entre nous. Puisque vous parlez justement de sécurité sociale, vous faites le tour des entreprises, vous l'avez souligné tout à l'heure, et vous êtes ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Est-ce que, pour vous, les Camerounais sont suffisamment inscrits à la CNPS? Est-ce que les mécanismes en même temps sont mis réellement sur pied par le gouvernement, que vous savez, pour non seulement les mécanismes ont été mis en place, mais c'est encore les Camerounais eux-mêmes qui sont complices de ne pas appliquer ces mécanismes-là. Tout Camerounais qui travaille dans une société doit être affilié à la CNPS. Et vous avez encore des Camerounais aujourd'hui qui travaillent, on leur retient des cotisations et l'employeur ne les reverse pas à la CNPS. Vous savez ce que la politique du président Biya a fait? Le président Biya a fait mettre un mécanisme qui vous permet aujourd'hui de dénoncer sans être connu que je travaille à tel endroit, mais mon employeur ne reverse pas les cotisations qu'il me retient. Vous savez en Mais même temps, seulement, les Camerounais n'utilisent pas ces mécanismes. Monsieur le ministre, mais vous savez en même temps que le travail, il y a la politique de l'offre et de l'emploi. L'offre est assez minime, alors que la demande C'est est pour ça, exponentielle. justement, c'est pour ça qu'il faut tout faire pour préserver son emploi dans son entièreté. C'est-à-dire que si je travaille à Equinox, je dois veiller à ce que Equinox me paye mon salaire, Equinox reverse ma cotisation à la CNPS, Equinox reverse les DIP aux impôts. Je dois y veiller moi-même employé avant quelqu'un d'autre. Monsieur le ministre, Et les mécanismes ont été faits pour ça grâce à Paul Biya. Monsieur le ministre, Aujourd'hui, par exemple, une assurance volontaire a été mise en place pour que les sauveteurs, les taximans, les bayam salam puissent aller à la CNPS, souscrire leur assurance pour bénéficier d'une indemnité lorsqu'ils vont à la retraite, pour bénéficier d'une indemnité s'il y a un accident. Parce que le gars qui est sauveteur, il va à travers les rues, un jour, une voiture le cogne, il va rester 6 mois sans rien faire. Il aura un petit pécule pour pouvoir se soigner. Ou alors un capital décès le jour où il meurt. Ça a été mis en place depuis 4 ans. Et ça marche. Il y a plus de 200 000 Camerounais qui sont abonnés. Alors, il y a des choses qui sont faites pour la sécurité sociale des Camerounais et des choses qui marchent. Justement, puisque nous en parlons, quand on regarde le système éducatif camerounais, on a comme l'impression que les programmes
ne sont pas toujours arrimés au monde de l'emploi. Et c'est la raison pour laquelle, justement, les statisticiens ont démontré qu'il y a eu une inadéquation entre la qualité des programmes et les emplois proposés. Non, on est sorti de là. On est sorti Le de là avec système le LMD système LMD. Ne permet pas nécessairement on est sorti de là. de sortir totalement Non seulement de là. on est sorti de là, mais il s'est créé des instituts de formation professionnelle d'enseignement supérieur. Je crois qu'un des domaines où le président Biya a vraiment libéralisé les énergies, c'est bien celui de la formation. On est quand même passé de 2 ou 3 lycées dans une ville de Douala à 1 ou 2 lycées par quartier. On est passé de 1 lycée ou 2 dans une grande ville comme Yaoundé à 1 ou 3, 4, 5 lycées par quartier. Donc, vous ne pouvez pas me dire, on est à plus de 200 instituts de formation supérieure. C'est une nette amélioration. C'est encouragé, Ce monsieur le n'est pas ministre. seulement Quand une on nette sait, amélioration, quand on sait c'est en même temps, une monsieur le grande ministre, amélioration. quand on sait en même temps, monsieur le ministre, qu'il y a des projets structurants qui ont été lancés, vous en citiez tout à l'heure quelques-uns, et quand on regarde justement la qualité de la main-d'œuvre, on a comme l'impression que les Camerounais ne sont pas, pour l'essentiel, assez nombreux. Ils ne sont pas assez nombreux, ça veut dire quoi? Qui ne sont pas suffisamment utilisés par ces entreprises qui gagnent justement ces marchés, les marchés de la mise en place de ces projets structurants. Non, mais posez clairement votre question. La je ne question, comprends de pas. façon précise, c'est qu'il y aurait un problème au niveau de l'adéquation formation-emploi pour mettre sur le marché la main-d'œuvre nécessaire pour occuper donc ces fonctions dans ces entreprises. Parce qu'il y a des entreprises qui manquent de main-d'œuvre. Local. Pas des grands Local. projets. Oui. Non. Si, monsieur le ministre. Alors, monsieur le ministre, Faut sur pas la question, inventer. non, sur la question du travail, sur la question du travail. D'abord, il y a une réglementation très claire. Le ministre de l'Emploi peut vous en parler de long en large. Mais ce que je sais, c'est qu'une entreprise étrangère qui s'installe a des quotas de main-d'œuvre étrangère bien précis qu'il ne peut pas dépasser. Donc, si une entreprise arrive, elle ne peut pas dire que je viens avec tout mon personnel de là où je viens, alors que les quotas ne lui permettent pas de recruter des gens qui viennent de l'étranger. On parlait Et tout à c'est l'heure. très bien On réglementé parlait tout à l'heure. et c'est observé. On parlait tout à l'heure du travail décent. Et vous, on est aujourd'hui 5 octobre et c'est la célébration de la journée mondiale des enseignants. Est-ce que vous avez le sentiment, monsieur le ministre, que ces enseignants, ces instituteurs dans les établissements primaires, notamment privés, exercent un travail qui peut être considéré comme un travail décent? Leurs conditions de travail, en se référant aux critères que vous avez évoqués, correspondent-ils au travail décent? D'abord, je vais vous annoncer qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de négocier la convention collective de l'enseignement privé, c'est-à-dire ce dont vous parlez exactement. Ils vont certainement voir leurs conditions bien améliorées. C'est quelque chose qui se négocie depuis quelques mois. On Et va en c'est avoir encore quelques eux- indications. C'est encore eux-mêmes qui ont d'ailleurs ralenti le processus parce qu'ils voulaient d'abord savoir la subvention que l'État donne à l'enseignement. Et maintenant que la subvention a été définie, je crois que la convention, les réunions reprennent la semaine prochaine. C'est pour vous dire que ce n'est pas un aspect qui nous a échappé et on n'a pas l'intention de faire que les enseignants restent en marge. Est-ce qu'on peut avoir une indication sur les délais concernant cette convention collective? On ne peut jamais vous donner un délai sur des négociations. Peut-être Les quand gens- même perspective les qui gens- permettent de voir. les gens vous savez se pourquoi je mettent- pose la question. Vous savez Les qu'il y gens a- se mettent sur une table de négociation. Ils peuvent négocier les choses en 2 jours, comme ils peuvent les négocier en 2 Vous ans. savez pourquoi je pose la question? Vous savez qu'il y a un autre sujet qu'on appelle le Forum national d'éducation, Ouais. qui a été annoncé depuis plusieurs. Ah oui, vous en parlez très souvent de ce forum. Et ça concerne bien évidemment, la question de l'éducation et donc de la préoccupation. Qui est Non, celle je des vous dis, enseignants. c'est une négociation. Ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde est là d'accord de reprendre les négociations qui avaient été arrêtées. Une date a été arrêtée, je ne me rappelle pas de la date, sinon je vous l'aurais annoncé ici. Mais je sais que c'est après les élections.
Je ne sais pas si Aloïs voudrait, avant qu'on évoque... Puisque nous parlons de questions d'emploi, très souvent on a vu certains employés, ex-employés d'entreprise aujourd'hui en faillite manifester, réclamant leurs droits. Monsieur le ministre, est-ce que on pouvait leur dire que d'ici la fin du septennat ou d'ici 2 ans, 3 ans, ils auront solution à leurs problèmes? Non, le problème des gens qui n'ont pas pu avoir leurs droits a été réglé en ce sens que le gouvernement s'est saisi de la dette. C'est le cas justement des gens à qui on a retenu de l'argent qui n'a pas été reversé et les sociétés ont fait faillite et les gens ont fui, sont partis. Étant entendu qu'il a été prouvé que ces gens avaient effectivement, leur argent avait été effectivement retenu, le gouvernement, après les vérifications, a donc décidé de prendre la dette à son compte et on a demandé à la CNPS d'étudier un mode pour que cette dette soit reversée à la CNPS qui pourra faire face. Donc c'est un problème réglé. C'est une des grandes réformes qui a été faite. J'en profite pour en parler. C'est la réforme de la CNPS, qui était un organisme dans le secteur bancaire jusqu'à il y a 7 ans. On a entrepris la réforme en 2012 de le placer dans les organismes de sécurité sociale, ce qui a permis d'abord d'améliorer la situation financière de la CNPS. Et au jour d'aujourd'hui, les finances de la CNPS se portent bien, les équilibres ont été rétablis et la CNPS va faire face à cette dette. Il parlait tout à l'heure, Aloïs, des grèves et puis des revendications. Vous avez, en indiquant tout à l'heure les critères pour le travail décent, parlé de la capacité des travailleurs à défendre leurs droits. Et très souvent, ça se fait, je crois, au sein des syndicats. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment, M. le ministre Gigorona, que les syndicats au Cameroun sont suffisamment forts pour défendre les droits des travailleurs? Je ne sais pas à quel moment on est suffisamment fort ou suffisamment faible, mais je sais que les syndicats défendent leurs droits, puisque nous sommes obligés de négocier avec les syndicats. Enfin, quand il y a des problèmes. Nous posons la question parce que vous savez qu'avec la loi de 90 sur les associations, il y avait, je crois, des textes spéciaux qui devraient entrer en application. Les textes disaient... Pour les partis politiques, ça a marché. Pour les syndicats, on attend toujours. Les textes disaient qu'une loi particulière serait faite pour les partis politiques et une loi particulière pour les syndicats. Lorsque je suis arrivé au ministère, j'ai invité les syndicats à travailler avec nous pour faire la loi sur les syndicats. Parce que le principe que le président Biya a arrêté, c'est qu'on ne peut pas faire une loi concernant un secteur sans associer les ténors de ce secteur. Donc nous avons invité toutes les 12 confédérations, on a travaillé, on a fait un projet qui a d'ailleurs été examiné par le comité de consultatif sur le travail, et ensuite nous avons proposé au Premier ministre, et nous sommes en train de travailler avec les syndicats toujours, au niveau du Premier ministre. La dernière réunion que nous avons eue avec eux date, je crois, d'il y a 1 mois et demi ou 2 mois. Donc c'est un projet qui est assez avancé. Ce n'est pas un projet qui a été oublié, c'est un projet qui va se faire. Monsieur le ministre, il y a un dossier certainement en attente, on ne sait pas si vous l'avez sur votre table, il y a sensiblement 189 huissiers en attente de charge depuis 1994. Qu'est-ce qui est fait au niveau de votre ministère justement pour leur permettre d'être intégrés? Parce que parmi eux, il y a ceux qui sont déjà presque à l'orée de leur retraite. Écoutez, monsieur, vous me posez un problème précis dont vous auriez pu m'informer avant que je n'arrive sur ce plateau. J'aurais pu passer 2 ou 3 coups de fil. Je vous aurais donné une réponse très précise. Vous savez bien comment sont gérés les huissiers, je suppose. Vous savez de qui ils relèvent. Vous savez comment ça fonctionne. Mais là, vous me posez vraiment, j'allais dire une colle, mais je ne peux pas vous répondre du cas de 180 huissiers qui seraient bloqués. Bon, ça c'est ce que vous dites que c'est bloqué. Peut-être que ce n'est même pas bloqué.
Alors, je voudrais qu'on sorte par les questions de santé. Si Edmond ou Aloïs peut-être a une question, sinon on rentre dans les questions de santé, peut-être avec un lien toujours sur le travail. Est-ce que vous avez, je veux dire, quels sont les indicateurs, Monsieur le ministre Gaona, de votre point de vue, qui permettent de voir qu'au cours du septennat qui s'achève, du point de vue de la santé, le président candidat a tenu ses promesses? Je crois que le candidat, non seulement il a tenu ses promesses, j'ai tendance à dire qu'il a dépassé ses promesses, parce que le candidat, il a non seulement amélioré la carte sanitaire du Cameroun. Vous avez vu durant ce septennat les hôpitaux généraux qui ont été construits, les centres des urgences qui ont été construits, les laboratoires ou les centres d'hémodialyse qui ont été construits. J'arrête là la liste. C'est pour vous dire que au plan de la santé, sans compter toute l'amélioration, les facultés qui ont été créées de formation pour les jeunes qui se forment comme médecins, comme pharmaciens, comme dentistes, comme infirmiers. Je crois que... Pourtant, il manque toujours des médecins dans mais vous savez que le quota des médecins par habitant n'est pas simple à atteindre. Dans un vieux pays comme la France, moi je suivais la semaine dernière des endroits qui manquent de médecins. Vous n'imaginez pas ça. De façon aussi criarde, Monsieur le ministre? Non, je vous dis quand même, dans Monsieur un le vieux ministre. pays comme ça, Monsieur le ministre. on manque de médecins, pas dans un endroit, dans beaucoup d'endroits. Donc moi je dis, si vous voulez regarder le septennat, vous voyez que le président Biya a fait plus que ce qui était envisagé de faire. Et qu'en est-il du plateau technique, Monsieur le ministre? Ben, le plateau technique s'est amélioré, tout ce Parce que qu'il y a je vous dis toujours là. des ponts du régime qui continuent à se soigner au du Cameroun. Mais écoutez, je sais que c'est un problème sur lequel vous voulez un peu railler le régime en disant les ponts. On se soigne là où on veut se soigner, monsieur. Tout le monde Moi, n'a je pas peux pas accès aux vous soins de qualité, imposer. monsieur. Moi, je peux pas vous imposer un médecin. Vous ne savez pas ça? On se soigne là où on peut se soigner. D'abord, chaque citoyen a la liberté, y compris vous. Monsieur le ministre, Personne ne choisit un médecin pour vous. Il y a un problème à ce niveau-là. Monsieur le Donc, ministre, ne pensez pas que c'est seulement les membres du gouvernement qui vont se soigner. Vous voyez pas le nombre de personnes qui n'ont même rien à voir avec le gouvernement qui rentrent d'Europe se soigner? Mais justement, Monsieur cela le pose un ministre, autre problème. est-ce que vous monsieur le ministre. savez que la plupart des hôpitaux classiques, j'allais dire même les hôpitaux centraux, généraux et même des références, ne sont pas à la portée du Camerounais moyen. La conséquence, c'est que beaucoup de patients qui sont traités sont retenus en captivité dans certains hôpitaux, Ça, y c'est compris des femmes qui viennent d'accoucher au Cameroun. Bon, ça, c'est ce qu'on dit, hein, vous savez. Il y a des faits, il y a des cas. Monsieur le ministre de la Santé a récemment fait une sortie là-dessus pour indiquer qu'il y avait des mesures qui étaient prises justement en faveur de ces femmes. Est-ce que c'est normal, monsieur le Il y ministre? a des mesures qui sont prises. Écoutez, il y a ce qu'on appelle l'assistance sociale dans nos hôpitaux. Vous savez ça. Si vous arrivez et que vous ne pouvez pas payer, c'est à vous de démontrer que vous ne pouvez pas, que vous êtes indigent. C'est quand même à soi-même de démontrer qu'on est indigent. Et quand on est indigent, le médecin de l'hôpital, les structures de santé savent ce qu'ils doivent faire. Alors, n'accusez pas pour accuser. Monsieur le ministre, il est arrivé à plusieurs reprises que des malades soient abandonnés aux urgences simplement parce qu'ils n'avaient pas encore payé, ne serait-ce que ce qu'ils appellent, notamment ici à Douala, des codes. Et ce sont des cas récurrents. On connaît des personnes qui en ont été victimes, on n'aimerait pas les citer sur ce plateau. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce niveau, il y a des efforts que vous devez déployer? Alors, moi, je vais vous dire, si cela est vrai, ce n'est pas ce que la politique du président recommande. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. La politique du président est claire. Je viens de vous parler des indigents, là.
Vous n'allez pas demander au président candidat de venir régler ce genre de problème. Il y a tout est mis en œuvre pour que les choses marchent comme elles doivent marcher. Et quand ça ne marche pas, on accuse qui? Ah, et c'est sûrement le sommet, monsieur le ministre. Donc, bon, on a coutume de dire que le poisson pourrit par la tête. Ne faisons rien, comme ça le sommet va tout régler, c'est ça. Monsieur le ministre, il y a un problème. On évoquait des évacuations sanitaires. Oui, vous avez dit que chacun peut se choisir son médecin en fonction de ses moyens. Mais seulement, on constate que très souvent, ceux qui se font évacuer, c'est aux frais de l'État. C'est là où il y a problème. Voilà. Et donc, du coup, on se dit, mais pourquoi, en certains on a réussi, ça c'est une évidence. On a des hôpitaux qui se sont créés à travers le pays, ça c'est très vrai. Mais pourquoi donc accepter que certains se fassent soigner à l'extérieur alors qu'on sait que localement on a développé des hôpitaux hautement compétents? Vous savez très bien que l'hôpital aujourd'hui est devenu un moyen, n'est-ce pas, de sortir le problème. Non. Ce qui nous renvoie au plateau technique. Vous savez, évoquions tout à l'heure. le problème n'est pas de... Vous me dites pourquoi accepter. Qui accepte? Parce que quand vous allez vous soigner, vous ne venez pas me demander la permission d'aller vous soigner. C'est une question individuelle. Les gens qui vont se soigner, ils vont se soigner. Mais ne me dites pas que c'est aux frais de l'État. Monsieur le ministre, Telles que les choses... Attendez. Les évacuations sanitaires. Non, je vais pas vous laisser me faire accepter n'importe quoi. Je sais comment marchent les évacuations sanitaires. Dites-nous. Les évacuations sanitaires, un beau jour, on ne se lève pas comme ça, on est évacué sanitaire. Il y a toute une procédure. Alors, si cette procédure est mise en place, et une des choses fondamentales, c'est quand on ne peut pas, quand le plateau local ne peut pas faire ce qu'il doit faire. C'est une des toutes premières conditions pour qu'on vous évacue. Alors, messieurs, je voudrais qu'on sorte de cette émission par deux petits sujets en rapport avec la culture et le sport. Mais moi, je voulais quand même vous dire en termes de santé que beaucoup de choses ont été faites et une des ambitions que le président Biya, il marque dans sa profession de foi, c'est d'accélérer pour qu'il y ait une protection sociale, médicale, une couverture santé universelle pour tous. Et là-dessus, un comité a été mis en place, présidé par le ministre de Santé. J'en suis un des vice-présidents. Ce comité a déjà défini des pathologies, a déjà défini des procédures de soins, a déjà défini même les plans financiers à mettre en place. Le problème, le président Biya veut que la couverture santé universelle soit pour le plus grand nombre. C'est pas seulement pour ceux qui travaillent, mais aussi pour ceux qui ne travaillent pas. Et on est très avancé et je crois que ça va être une des meilleures évolutions. Il ne s'agit pas de dire les soins seront gratuits. Aujourd'hui, la dépense de santé, elle est de l'ordre de 800 milliards aujourd'hui. Malgré tout ce qui ne marche pas, on met quand même près de 800 milliards là-dedans. Et il va falloir, avec la couverture santé universelle, il va falloir voir comment chacun d'entre nous va participer, comment un système biométrique pourra être mis en place, parce qu'une des choses va dire, si on dit, vous payez 1000 francs, il ne s'agira pas de payer 1000 francs, et après je m'en vais soigner mon cousin, ma nièce, ma tante, mon grand-père, ma grand-mère. Il faudra un système biométrique qui permet vraiment de limiter les dégâts. Et ça, c'est très avancé, c'est quelque chose qui se fait. C'est ça qui est important de voir vers où on est en train d'aller en ce qui concerne la couverture santé universelle avec le président Paul Biya. Il a fallu du temps, comme dirait quelqu'un. Ça fait quand même 36 ans. Mais il est arrivé. C'est ça qui compte. Encore que le ministre dit qu'on est en train de travailler là-dessus. Donc je vous ai déjà donné des résultats auxquels on est parvenu. À l'heure où je parle, on a déjà parvenu à ces résultats. Maintenant, il faut se prononcer sur cette partie financière. Qui va payer et comment pour ceux qui n'ont rien à payer? Parce que ça existe des gens qui n'ont rien à payer, qui ne peuvent pas payer. Il faudra que l'État paye pour eux. Alors, j'indiquais qu'on devrait avoir de la partie sport. Et puis, est-ce que lorsqu'on fait le bilan,
du septennat du candidat président aujourd'hui, on peut se satisfaire des résultats du point de vue du sport? Si je vous demandais de nous rappeler ces résultats au point de vue du sport, comme ça on saurait qu'est-ce qu'ils sont. Vous savez que Ben moi je vais vous dire qu'ils sont très bons parce qu'il a rapporté, le Cameroun a remporté, il n'a peut-être pas remporté la Coupe du Monde, mais il y a été un bon nombre de fois. Mais tous les autres trophées, on les a eus. Et dans beaucoup d'autres disciplines, y compris dans des nouvelles disciplines, ce septennat, on a quand même accédé au volley, par exemple, des féminins. On a eu la Coupe d'Afrique des Nations avec les femmes. Et on a eu beaucoup de trophées. Dans les projections que vous faites, vous dites quelles ont été les difficultés et quels vont être les leviers pour améliorer la politique sportive? Quelles ont été les difficultés? Je vais dire que oui, enfin, vous ne pouvez pas dire que ça a été un long fleuve tranquille. Ce n'est pas parfait, le bilan. C'est pas important. Est-ce que... Je vais vous dire, les difficultés n'intéressent personne. Les difficultés que nous avons eues n'intéressent personne. Il faut faire une Elles évaluation. intéressent peut-être les gens de bonne foi qui vont tenir compte que, entre-temps, on n'avait pas prévu Boko Haram. Boko Haram est arrivé. Entre-temps, on n'avait pas prévu qu'il y aurait des troubles à l'Est. C'est arrivé. Entre-temps, on n'avait pas prévu qu'il y aurait des problèmes dans le sud-ouest, le nord-ouest. Mais ça n'intéresse personne. Les gens croient que malgré toutes ces choses, ça devait rouler comme sur des roulettes. Ça n'intéresse personne parce que la politique, c'est d'abord la mauvaise foi, paraît-il, pour certains. Monsieur le ministre, le président dit dans sa profession de foi, je m'engage à renforcer le rôle du sport, de l'art, de la culture dans le rayonnement du Cameroun. Ben oui, parce qu'il se rend bien compte, comme tous les autres Camerounais, le sport a apporté beaucoup au Cameroun, sous son impulsion, je vous signale. C'est sous son impulsion qu'on a connu les plus grandes victoires du Cameroun. Il va renforcer cela. Il a créé déjà une académie du football. Ça, c'est déjà du concret, c'est fait. Et il va renforcer. Il va créer d'autres choses. Et dans les nouveaux établissements qui sont construits aujourd'hui, on exige qu'il y ait des aires de jeu. Vous voyez, des gens ouvrent des écoles. Il n'y a même pas de cours de récréation. C'est pas bon. Hein? Donc, ce genre de choses devrait être, j'allais dire, interdit, j'allais dire banni. Donc, il va renforcer. La culture, il y a un ministère de la culture et des arts. Ça aussi, ça permet de parler du Cameroun partout dans le monde. Notre culture. La culture, Elle peut se vendre. Elle peut rapporter. Monsieur le ministre, en matière de culture, que fait le Cameroun pour nous ramener les œuvres d'art qui ont été volées? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça qui vous intéresse aujourd'hui, oui. pour que vous puissiez aller voter. Parce qu'il y a des œuvres d'art, il y a des œuvres d'art qui appartiennent au Cameroun, qui ont été emportées par les puissances qui sont venues au Cameroun du temps du protectorat, du temps du mandat, comme de la tutelle. On n'en parle pas. On n'en parle peut-être pas, mais je disais que c'est ça qu'il faut que vous sachiez. Qu'est-ce qui va se faire pour que, après-demain, vous puissiez aller voter pour Paul Biya. Le régime de Paul Biya, s'il est réélu, va se battre pour conquérir tout ce qui peut être à nous, mais qui peut surtout être utile au Cameroun, même en restant là où ça se trouve. Parce que, comme vous savez, c'est des problèmes juridiques importants, ça peut se négocier, mais ça peut aussi se prêter, ça peut revenir, mais ça peut aussi se prêter, ça peut s'exploiter. Mais il faut dire que ce soit dans les matières sportives, que ce soit dans les matières d'art, le président Biya a donné une priorité importante. Regardez le sport féminin. Regardez les jeunes, on va dire le sport, c'est en général les jeunes, mais les femmes. Il a dit, vous qui m'avez rappelé la profession de foi, dans sa profession de foi, il va remettre davantage les jeunes et les femmes là où ils doivent être. Vous savez, politiquement, il a été celui qui a dit, après les élections de mairie, j'ai besoin d'avoir des femmes dans les exécutifs des mairies. Nous, RDPC,
on a été obligé, dans chaque exécutif de 3 personnes, vous avez au moins une femme, au moins une. Ça veut dire que les femmes se retrouvent à plus de 35% dans nos mairies. À l'Assemblée, c'était pareil. Il y a 30 femmes maires sur 360, monsieur. Au Sénat, pareil. Non, il y a 30 maires Titulaires. Oui. Et elles sont toutes de quel parti? Du RDPC. Du RDPC. Et Et le RDPC contrôle 315 mairies. sur 360. Sur 360. Alors, vous me direz comment nous allons perdre. Et si je dois compléter ces chiffres, je vous dirai qu'en 2011, nous étions 3 600 000 à voter pour le Biya. 3 600 000 à voter pour le Biya. Vous allez me dire comment nous allons perdre en contrôlant 315 mairies, en contrôlant plus de 70% de l'Assemblée et du Sénat. Les choses peuvent changer en tout temps. Alors, donc vous estimez que les mêmes électeurs de 2011 vont voter encore en 2018? Bon, même s'il y a eu des défections, je vous accorde, c'est ça que vous voulez dire, qu'il y a eu trop de mécontents. Ça peut être possible. Même s'il y a 50% de mécontents, on restera en tête. Mais en même temps, monsieur le ministre, vous oubliez qu'il y a eu, monsieur le ministre, vous oubliez quand même qu'il y a eu 2 500 000 à peu près en termes d'abstention, en termes de voix abstenues, c'est énorme. Et si ces voix basculaient du côté de l'opposition, cela mettrait quand même quelque peu en difficulté le candidat du RDPC. Vous parlez de quelle opposition? De l'opposition, monsieur le ministre. Je voudrais vous rappeler que le RDPC a organisé une campagne d'inscription sur les listes électorales. Vous, les journalistes, vous nous avez d'ailleurs critiqué là-dessus. Nous avons fait une campagne d'inscription. Ensuite, nous avons fait une campagne pour récupérer les cartes d'électeurs. Et maintenant, nous menons une campagne électorale pour emmener les électeurs à aller voter. Et justement, par rapport à cette campagne, monsieur le ministre, vous êtes sans ignorer qu'il y a beaucoup de mécontents au sein de la base militante du RDPC. Beaucoup disent que beaucoup d'agents auraient été cotisés au cours de ces différentes manifestations, de ces appels de fonds. Mais sur le terrain, on ne voit pas beaucoup d'agents circuler. Il y a beaucoup de présidents de section qui se plaignent. Des militaires également se plaignent. N'avez-vous pas peur que cela puisse avoir un impact assez négatif sur le vote de jour du scrutin? L'argent ne doit pas circuler. Ce n'est pas ça l'objectif de l'argent. Ce n'est pas ce que nous voulons. Il faut en sortir. Il faut sortir de la corruption. Où est donc parti cet argent, monsieur le ministre? Cet argent a servi à des choses concernant les élections. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit tout simplement de ces gadgets. Il s'agit des gens qui se déplacent, ils ont besoin de carburant. Il s'agit de, par exemple, garantir que notre représentant, il doit rester là pendant toute la journée pour regarder le vote et signer le PV. Il lui faut un sandwich. Semble-t-il que vous aviez habitué vos militants au contraire? Écoutez, je vois que vous êtes très amis à des militants du RDPC. Dites-leur qu'ils n'ont pas bien compris et que moi je vous ai expliqué. Et expliquez-leur que l'argent n'était pas fait pour circuler. Si on leur avait dit peut-être que ce problème ne se poserait pas. Non, ils savent. Le président Biya est arrivé et il a dit d'arrêter ça. Ça s'appelle la corruption. Et il n'a pas arrêté de dire que ça doit s'arrêter. Vous comprenez? Et il dit encore dans sa profession de foi que vous me rappelez. Oui, que je voudrais même encore vous rappeler parce qu'il y a 3 points sur lesquels je voudrais que nous revenions pour que les gens comprennent exactement ce que vous avez. Et surtout qui est à la limite un chronogramme, puisque c'est encore des mots, mais on sera encore plus accroché si on dit aux Camerounais que d'ici 2 ans, 3 ans, voilà ce qui sera fait. Par exemple, il dit, je m'engage à améliorer les conditions de consolidation de la compétitivité sportive nationale. Je m'engage à poursuivre la construction et la maintenance des infrastructures sportives. Je m'engage à mettre en place un statut de sportif de haut niveau. Bon. Bien. Vous savez que ce statut, je vais commencer par la 3e chose. Vous savez que ce statut se dessine déjà à travers un sportif de haut niveau, aujourd'hui ambassadeur itinérant quand même.
Il y en a qui sont quand même aussi morts dans Bon, la misère totale. il y en a qui sont morts dans la misère totale. Voilà. Justement, le président dit, on m'a rendu compte de cela. On lui a rendu certainement compte du fait qu'il y a des sportifs de haut niveau qui sont morts. Il dit, il va donc maintenant, il va créer un statut pour ces sportifs de haut niveau. Mais là, C'est un le petit timing. cela ne que concerne c'est- que le football, monsieur le ministre. Pourquoi ça ne concerne? Qui a dit Parce que ça- justement, il parle du football. Il y a beaucoup. Mais écoutez, quand il parle de ceux qui sont morts dans des conditions difficiles, malheureuses, vous ne parlez pas que du foot. Il y a eu des boxeurs. Jusqu'à Ceux présent, qui ont été d'ailleurs les premiers à nous ramener des médailles olympiques ici. justement, à ce Donc, niveau, qu'est-ce qui le est fait pour président accompagner Biya les est autres clair, athlètes? il parle du sportif de haut niveau. Parce que quand on regarde justement les handballeurs qui continuent à se plaindre d'avoir glandé beaucoup Vous connaissez un sportif? de Est-ce que vous connaissez un médailles, beaucoup de Camerounais? lauriers, mais qui ne sont Vous pas... connaissez un Camerounais qui ne Puis, se plaint pas? Est-ce que vous connaissez un seul qui ne se plaint pas? Mais le problème n'est pas que les Camerounais se plaignent. Ils s'engagent à créer ce statut. Il va le créer. Il avait dit qu'il n'y a pas de sport dit mineur, encore moins de sport réservé. Mais quand on regarde dans la pratique, la natation, par exemple, Mais est la un pratique, sport... est-ce qu'il a déjà créé le statut? Il a déjà nommé combien de sportifs? Ça fait combien d'années que cela dure, monsieur le ministre? Ça fait déjà beaucoup. Dites-moi combien d'années c'est là que ça dure. Il y a Ça quelques fait 36 semaines, ans qu'il est là, il y a monsieur le quelques ministre. semaines qu'il a fait Ça fait cette 36 profession ans qu'il de est là. foi, hein. Il y a quelques On semaines. a quitté les grandes Je réalisations, vous dis qu'il y a grandes quelques semaines opportunités. qu'il a fait cette profession de foi. Il y a quelques semaines. Alors donnez-lui quand même quelques jours. Commencez par aller le voter. Monsieur le ministre, vous avez dit tantôt que le président Paul Biya lutte contre la corruption, mais nous avons observé ces derniers temps certains responsables du RDPC, le parti dont il est président national, à Douala, comme dans d'autres villes du pays, rencontrer des électeurs, leur emprunter les cartes, relever des éléments d'identification de leur carte électorale contre de l'argent. Est-ce que ce n'est pas la fraude qui a commencé? Non, non, Est-ce que non, ce n'est non, pas non. une forme de marchandage électoral Non, qui a ne commencé? me faites pas accepter Est-ce que vous êtes au ça. courant, monsieur le ministre? Ne me faites pas accepter ça parce que que j'ai c'est pas vu. vrai. Bon, vous avez vu, mais si vous aviez vu... Relevé. Écoutez, si vous l'avez vu, j'aurais souhaité vous voir dénoncer cela. Mais c'est pour cela que je vous en parle publiquement. Non, monsieur le mais ministre. comment vous voulez le dénoncer ici? Ça n'a aucune valeur Vous ici. n'êtes pas au courant, monsieur. C'est tout ce que vous dites ici, ce que vous voulez bien dire, mais je vous Tenez en dis... compte, monsieur le ministre. Non. Certains Non, de vos responsables sur le terrain Non. ont commencé avec le marchandage. Non, je vous ai dit, écoutez, je vous ai dit, il faut quand même garder un peu d'objectivité. Le président Biya, vous m'avez commencé par me dire que vous ne le voyez pas. Je suis en train de vous dire Nous, on a posé la question. quelle est On n'a pas dit l'organisation, qu'on le voyait pas. quelle on est pose la question. l'organisation qui est mise en place. A-t-on besoin de tricher quand on a cette organisation en place? A-t-on vraiment besoin de tricher? Vous avez 315 communes que vous contrôlez à 100%. Dans les 45 communes qui restent, vous en contrôlez près du tiers, sinon un peu plus. Vous contrôlez l'Assemblée, vous contrôlez le Sénat. Non. Avez-vous besoin de tricher? Vous avez mené une campagne pour inscrire, vous avez mené une campagne pour récupérer les cartes. Les cartes. La seule chose qui nous reste à faire, et c'est elle que moi j'invite les RDPCistes à faire, la seule chose qui nous reste à faire, c'est le 7 au matin, on va voter. Mais quand on regarde la C'est mobilisation la sur le seule terrain, chose. monsieur le ministre, on a peur du syndrome de 1992. Quel syndrome? Vous savez ce qui s'était passé en 92. Qu'est-ce qui s'était passé? Rappelez-nous. Mais justement, Il y a des On gens a qui vu les n'étaient pas forums là. on a vu mobilisés, le des groupe, des partis meetings de géants. On a Mais senti écoutez, vous avez des l'histoire de Et la l'histoire, victoire volée des justement, Lidjan on parle de la Fondi. victoire volée. Écoutez, moi je vais vous dire, vous observez avec un regard peut-être parti pris, Du tout. mais moi je regarde ces meetings. Je vois plein de jeunes de 14, 15, 16 ans qui sont dans ces meetings. Ils ne peuvent même pas voter, ils n'ont Monsieur le même pas ministre, l'âge, ils on a n'ont vu pas le de contraire carte. sur le terrain. Non, moi Nous étions j'ai... sur le terrain. Alors, Nous, écoutez, nous on a intérêt à suivre tous les meetings de près. D'abord, parce que nous sommes partout. Partout où se passent ces meetings, le RDPC est présent. Donc nous, on suit ces meetings de très près. Et nous avons même
Parmi ces gens qui vont à ces meetings, il y en a qui connaissent ceux du RDPC. Donc nous les suivons de très près. Donc, parmi ceux qui participent dans nos meetings, il y a des militants du RDPC, vous voulez dire? Oui, il y a des militants du RDPC. Sans écharpe, bien sûr. Sans écharpe, forcément. Dans les meetings de l'opposition. Pourquoi Bien pas? sûr, c'est ce qu'il veut dire. Pourquoi pas? On va s'arrêter là. Mais avant de partir, Il faut toujours savoir. Les candidats de l'opposition. Non, on ne les soutient pas, on va observer. On observe. Comment on fait pour savoir que ces jeunes ont... C'est pas à la télé, hein. C'est pas par la télé qu'on sait qu'il y a des gens qui ont 15, 16 ans ou 17 ans. Ils ne votent pas, vous savez qu'il faut 20 ans pour voter. Alors, on va sortir de l'émission, mais avant cela, on va vous donner quelques minutes, Monsieur le ministre, comme ça a été le cas avec les autres, pour vous adresser aux électeurs camerounais pour le compte de votre candidat Paul Biya, que nous n'avons pas eu la chance de recevoir sur ce plateau au cours de cette émission Étoudi 2018, alors qu'on a reçu d'autres candidats à l'élection présidentielle. On va donc, puisque vous le représentez, prendre la parole pour parler aux électeurs et leur dire pourquoi ils doivent voter le 7 octobre prochain pour le candidat du RDPC. Vous avez la parole en regardant la caméra qui est devant vous. Ben, écoutez, je vous remercie d'abord de nous avoir invités. Nous nous réjouissons de ce qui se passe actuellement au Cameroun. Moi, je dois vous dire que je suis particulièrement fier de voir ce qui se passe en ce moment au Cameroun. Parce que je vois des jeunes qui sont candidats à une élection présidentielle, qui parlent librement. Je vois des jeunes qui font comme le président Biya a suggéré, c'est-à-dire qui osent, qui innovent. C'est ça le Cameroun de Paul Biya. C'est ça le Cameroun que Paul Biya veut demain. Et c'est ce Cameroun-là qui fait même à la limite, qui fait rêver. Et je crois que nous voyons, nous, un candidat qui ne milite pas pour des intérêts égoïstes, mais qui milite pour une cause. Et la cause, pour lui, c'est le Cameroun unifié. La véritable cause pour laquelle le président Biya va se battre, c'est ce Cameroun unifié. Et nous apprenons à travers sa politique dans le libéralisme communautaire que nous devons nous laisser projeter vers une économie numérique qui va rendre le Cameroun encore plus prospère, vers un développement important de la démocratie locale, vers le travail décent. Et c'est cette société politique, une société libérale, c'est vers cette société que le président Biya nous invite. Et nous pensons qu'il est vraiment bon que les Camerounais qui peuvent lui faire confiance, lui fassent confiance. Nous n'avons pas peur de l'opposition. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vu dans cette opposition des candidats qui soient réalistes, qui disent la vérité, et ils ont parlé de plus en plus de faire une coalition. Et moi, je dis, même une coalition à 8 ne pourrait pas ébranler le camp du RDPC. Nous sommes sûrs que nous vaincrons. La seule chose qui peut nous empêcher de vaincre, c'est si nous n'allons pas voter. Et c'est pour ça que je dis tous les RDPCistes, tous les sympathisants, je vous ai parlé tout à l'heure, mais ajoutez à ces sympathisants et les RDPCistes, je vous demande d'ajouter tous les partis alliés, qui sont des grands partis, l'UNDP, le mouvement progressiste, l'ANDP, le FSSC, tous ces partis vont voter pour Paul Biya. Donc moi je dis, nous sommes sereins et nous allons attendre très patiemment les résultats. Tant pis pour ceux qui demandent aux gens de descendre dans la rue, mais j'aimerais leur dire qu'ils n'ont pas le monopole de ce qu'ils souhaitent faire. On va s'arrêter là pour ce soir en remerciant le ministre Grégoire Orona d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur le plateau d'Étoudi 2018. Infiniment merci.
Je vous en prie de m'avoir invité. Merci. Merci également à vous, Edmond Kamga. Vous êtes journaliste à La Nouvelle Expression. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, Thierry Nyopé, d'avoir accepté de venir interroger le ministre Grégoire Ona. Merci également à Louis Onana d'avoir accepté, d'avoir trouvé du temps pour venir échanger avec nous. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette autre livraison d'Etoudi 2018. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.